Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, un nouvel épisode et un nouvel bel épisode parce que on va parler, comme probablement le titre l'indique, de séduction. Et de séduction, voilà, de rapport entre êtres humains, quand on cherche éventuellement à se séduire un petit peu. Je vais surtout parler de mon expérience à ce niveau-là, bien entendu. Et cet épisode rejoint pas mal celui qui a été publié la semaine dernière, la semaine d'avant, qui devait être le 95, sauf erreur, dans lequel j'ai parlé principalement des applications de rencontres et de mon expérience avec. Donc ça se suit un petit peu, c'est complémentaire, mais il n'y a pas du tout besoin d'avoir écouté celui d'avant pour bénéficier de celui-ci. Les deux sujets sont complémentaires, mais sont tout à fait indépendants de toute façon. Donc voilà, d'ailleurs j'enregistre cet épisode le surlendemain de l'enregistrement de celui d'avant. Donc celui d'avant n'est même pas encore sorti, je sais même pas comment je vais l'appeler non plus. J'ai pas pu lire des retours dessus entre deux, si jamais voilà, je les enchaîne parce que j'ai réfléchi à tout ça d'un coup et que je voulais les séparer en deux épisodes au vu de la taille correct de ces deux épisodes, parce que le dernier, je sais qu'il fait 1 bonne heure et demie, celui-là, ça risque d'être similaire, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, je pense que le titre explique un petit peu de lui-même de quoi on va parler aujourd'hui, et je pense que ça peut être tout à fait intéressant. En tout cas, ça me fait plaisir de partager un petit peu cela, parce que c'est quand même le genre de choses, comme souvent, que ça m'aurait pas déplu peut-être d'entendre 10 ans plus tôt. Voilà, il y a 10 ans. Alors, ça m'aurait servi en tout cas, je pense. Donc, sait-on jamais, ça pourrait servir à quelqu'un. Alors, je l'ai fait dans l'épisode précédent, mais je vais quand même reposer rapidement le contexte, juste pour qu'on soit au clair. Ce dont je parle dans cet épisode, je parle de relations longues, tu vois. Je parle pas de comment séduire quelqu'un rapidement pour, je sais pas, par exemple, pouvoir ken plein de meufs ou plein de mecs, tu vois. Rapidement, non, moi ce qui m'intéresse, et surtout ce qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, c'est de chercher à quelque chose, de chercher à construire une relation solide, sérieuse, qui vise le long terme, et ça se fait sur des fondations solides, sérieuses et authentiques. Et dans ces fondations, je parle autant de notre relation avec l'autre que de notre relation avec soi-même. Les deux sont très importantes et on va pas mal en parler, parce que cet épisode, on parle de séduction, mais il n'y aura pas de tips, enfin, il n'y aura pas vraiment de tips techniques, etc. pour plaire. Ça va plutôt être axé, entre guillemets, séduction d'un point de vue développement personnel, parce que, en fait, pour moi, ça se rejoint de fou. Enfin, il y a une grosse intersection entre le monde de la séduction et ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. En fait, c'est un petit peu évident quand je dis ça, parce qu'on pourrait même dire que la séduction est englobée par le dev perso. Bref, tout ça pour dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me concentrer sur la dernière technique à la mode pour dire quelque chose qui va plaire à l'autre, tu comprends? C'est justement tout l'inverse. Donc, autre petit point que je fais tout de suite, je suis un homme hétérosexuel. Je vais parler de mon point de vue et de par mes expériences avec des femmes hétérosexuel également. Si t'es comme moi, tu pourras t'apparenter encore plus, probablement, j'imagine, mais la quasi-totalité de ce que je vais dire dans cet épisode s'applique à mon sens, peu importe son genre, peu importe son orientation sexuelle. Donc voilà, n'hésite pas à adapter les choses et surtout, comme toujours, à garder ton esprit critique, à te poser la question de « Est-ce que je pense que ça s'applique pour moi? Est-ce que cette opinion est intéressante ?» J'en prends plusieurs, je me formule la mienne, je teste, ça marche, je garde, ça marche pas, je garde pas. C'est ce que j'ai fait, moi je te présente juste un petit peu là où j'en suis aujourd'hui. J'allais dire mes conclusions, mais c'est mes conclusions au jour d'aujourd'hui. Probablement que dans 10 ou 20 ans, ça aura pu changer encore et évoluer en mieux, c'est ce que j'espère. Voilà, je risque de formuler ça un petit peu comme étant les 5 règles ou les 5 lois de la séduction, un truc du genre. J'ai pas encore réfléchi au titre, mais qu'on s'entende, c'est plus pour trouver un titre stylé qui donne envie d'écouter l'épisode. J'ai pas la prétention d'être le meilleur ou d'avoir toutes les réponses. Je vais partager mon expérience et bien sûr, libre à toi ensuite derrière de me dire que tu t'es senti trompé par rapport au titre, qui n'a pas délivré la valeur à laquelle tu t'attendais ou le sujet auquel tu t'attendais. Mais je pense qu'on va quand même pas mal être dedans. En plus de ces 5 lois, à la fin de l'épisode, je partagerai un petit peu plus des questions de préférence personnelle, de fonctionnement individuel, on dira, notamment par rapport à la polarisation ou aux éventuels rôles. Alors rôle, je mets des gros guillemets parce que c'est le genre de mot, il faut utiliser à ses risques et périls peut-être, parfois.
En tout cas, en ce qui concerne la séduction, j'aborderai plutôt ça en fin d'épisode, et ce sera juste une partie un petit peu plus personnelle de comment moi je fonctionne, parce que je vais parler pas mal de choses globales, je vais donner des exemples liés évidemment, tirés de mon expérience, et puis ensuite on verra ce que ça peut donner. Donc, juste avant, j'ai parlé de relations avec soi-même, et justement, c'est limite la fondation des fondations d'une relation de couple, c'est, je pense, la relation avec soi-même. C'est donc normal, à mon sens, de commencer directement avec ça, pour cette petite liste, avec la règle, la loi numéro 1. Tout commence par toi, tout seul. Et je précise donc que ces noms de loi, je les ai sortis un petit peu comme ça, juste pour leur donner un nom, tu comprends. C'est pour structurer l'épisode, je sais que c'est le genre de structure qui peut être agréable dans un épisode, d'autant plus quand il est long. Donc, commençons par cela. S'il y a bien quelque chose qui, à mon sens, n'aide absolument pas l'attirance, c'est quelqu'un qui est, needy, qui est nécessiteux, qui est dans le besoin et le manque d'affection, qui est en constante demande émotionnelle et en recherche de validation des autres. C'est une des pires choses à faire quand on veut être attirant aux yeux de quelqu'un d'autre. Ça fait partie, hein. Il y a évidemment d'autres comportements néfastes pour attirer les gens, mais quand tu as l'air d'être constamment en insécurité émotionnelle énorme, c'est quelque chose qui est assez peu attirant. Et là, évidemment, je pose le contexte un petit peu. Ça dépend. Quand tu es quelqu'un de très anxieux, par exemple, ce qui n'est pas un mal, hein, on est probablement tous passés par là à différents degrés, tu risques d'être attirant, peut-être plus aux yeux d'autres personnes qui sont anxieuses également. C'est peut-être pour ça qu'on peut se retrouver parfois dans des relations où on se tire, on se déchire, on s'accroche, on s'évite, parce que justement, il y a ce genre de prédisposition, on dira. Donc moi je vais quand même partir du principe que c'est pas quelque chose auquel on aspire, parce que je pense pas que ça se termine très souvent. Je pense pas que ce soit le meilleur modèle de départ pour une relation qui sera saine et épanouissante que d'être les deux en constante dépendance émotionnelle l'un de l'autre. Parce que voilà, je vais partir de ce postulat-là, hein, quand même un petit peu, je vais me permettre. Et je vais donc partir de ce principe-là qu'on va tendre à vouloir ne pas être dans ce cas de figure où on a vraiment besoin de cette validation émotionnelle, sociale peut-être. Donc, c'est important dans ce contexte, et très souvent en général d'ailleurs, de placer une plus grande priorité à ce qu'on pense de soi-même et à notre propre perception de soi, plutôt qu'à la perception de nous que va se faire la personne qu'on a en face. Et là, évidemment, je te parle notamment dans le cas de figure de séduction, de premier rendez-vous, par exemple. On va pouvoir utiliser cet exemple régulièrement au cours de route, et je raconterai des petites anecdotes sur moi, des premiers rendez-vous, des trucs comme ça aussi, pour évidemment imaginer le truc. Mais voilà, si tu es devant la personne, que tu fais ou que tu dis quelque chose parce que tu penses que ça doit être fait pour être apprécié ou être aimé, c'est peut-être pas la meilleure des idées, c'est quelque chose qui se remarque assez rapidement chez quelqu'un qui a pris l'habitude de faire ça. Je pense, en fait, voilà, à nouveau je parle du point de vue de, moi je ne pense pas être vraiment dans, non je vais le dire, je ne pense pas être dans ce cas de figure, je pense pas être quelqu'un de très needy, tu vois, et j'ai peut-être tendance à pouvoir remarquer ça, peut-être que il y a 10 ans justement, j'aurais eu plus de mal. Tout ça pour dire, ça se remarque quand même quand quelqu'un est en constante recherche d'approbation. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui est observé comme étant particulièrement attirant. À l'opposé, quelqu'un qui sait qui il ou elle est, ce qu'elle veut, qui n'est pas prêt à compromettre son identité ou sa propre vérité pour faire plaisir à l'autre sur le moment, personnellement, moi je respecte et j'admire plus ça chez quelqu'un. Et c'est ce genre de personne que je veux être, c'est ce genre de personne que je pense tendre à devenir ou à être. Et savoir ce que je veux, ça veut aussi dire trouver quelqu'un qui correspond à qui je suis, plutôt que de justement chercher à correspondre à la personne que la fille en face de moi sait qu'elle veut. Elle sait peut-être qui elle veut, elle sait peut-être pas qui elle veut. Moi, si j'ai l'impression de savoir un peu qui je suis et qui est ce que je cherche, eh bien, je ne pense pas que je devrais modifier ma façon d'être, ce que je recherche, pour correspondre à la personne en face. C'est être un petit peu en alignement avec soi-même un petit peu, et ne pas justement se compromettre pour
peut-être chercher la validation de l'autre. On revient un petit peu à ce côté needy. C'est évidemment là, autour de cela que je tourne un petit peu dans cette première loi. C'est que à un moment donné, si on réfléchit un petit peu à c'est quoi l'opposé de quelqu'un qui est needy ou qui est trop dans ce manque émotionnel, c'est peut-être de ne pas se mettre à genoux à tout prix, de s'écraser toujours, de se compromettre tout le temps devant la personne qu'on cherche à séduire. Si on donne son temps à l'autre personne, il faut que l'autre personne donne du temps pour nous, ça va dans les deux sens. Au lieu de craindre qu'on va pas plaire à l'autre constamment et toujours vouloir faire en sorte que l'autre nous apprécie, eh bien, on peut décider de se demander si l'autre nous plaît aussi. Ça va dans les deux sens, en fait. C'est pas juste, c'est pas juste, oh là, il faut être au petit soin de l'autre personne pour qu'elle nous aime. À un moment donné, au lieu de chercher à tout prix l'approbation de l'autre, on peut aussi décider si oui ou non on va donner notre approbation à l'autre. Ça va dans les deux sens, à mon sens. À nouveau, je précise, ça n'a rien à voir avec le genre, hein. Je pense que ça correspond à tout le monde, tout simplement. Ça peut sembler peut-être un tout petit peu comme ça, je sais pas, quand je l'entends, on pourrait se dire « Ah, mais ça semble un peu égoïste ou égocentrique ». En réalité, moi j'appelle ça avoir du respect pour soi-même. J'appelle ça avoir un sens fort de ses propres limites et de celles que les autres devront respecter. On a tous certaines limites de par lesquelles on n'a pas trop envie que les autres viennent trespasser, tu vois, viennent niquer nos limites. Et établir certaines limites, en toute connaissance de cause, c'est important. Ça s'appelle avoir du respect et de l'estime de soi. Et je pense que c'est quelque chose de très important à cultiver et à obtenir. Et évidemment, c'est pas quelque chose qu'on a peut-être tous à la naissance, facile, donné à tout le monde. On va y revenir un petit peu plus sur comment éventuellement pallier à ce genre de soucis, un petit peu, je pense, mais des habitudes de vie saines et certaines compétences sociales sont très importantes et font partie du développement personnel qui est au cœur de ça et qui est primordial et qui est très important. Évidemment, c'est facile à dire, travailler sur soi, sur sa valeur, sur ses limites, sur ses anxiétés, sur sa personne, sur sa présentation, sur son apparence, c'est tout con. Enfin, c'est beaucoup de choses à la suite, mais c'est entre guillemets simple. C'est le simple secret, à mon avis, cette espèce de travail holistique sur soi, c'est justement le secret de l'amour de soi, en quelque sorte. Et l'amour de soi, je pense que c'est une bonne composante importante dans l'amour de l'autre, dans la séduction, du coup, en général, pour obtenir éventuellement l'amour de l'autre. Voilà, planter des graines dans un terrain pourri enfin pourri, c'est peut-être pas la bonne image, mais tu vois ce que je veux dire. Tu préfères planter tes petites graines dans un joli champ bien fertile, etc., plutôt que dans un truc qui est déjà un petit peu corrosif, où ça pousse pas facilement, tu comprends? Donc ça peut sembler un petit peu cliché de dire tout ça, mais je pense que c'est totalement vrai et que ça vaut clairement la peine de le préciser. Si je ne m'aime pas moi, qui d'autre va le faire? Sérieux. Ça peut sembler... non, mais c'est pas con. Enfin, c'est pas con, ça me semble. Justement, avoir sa place à la racine de la racine, un petit peu quand même. Si je m'aime pas moi, si j'ai l'impression que personne ne m'aime tel que je suis ou que personne ne veut de moi, peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer, à changer, à remettre en question. Si tu as l'impression que t'as pas grand-chose d'intéressant à mettre dans ta bio Tinder ou sur Instagram, ou que t'as rien de fou à dire lors d'un premier rendez-vous, quand on te demande ce qui t'intéresse dans la vie, tu sais pas trop quoi raconter, c'est peut-être qu'il faudrait commencer par essayer d'augmenter ce que tu peux apporter, typiquement, ce que tu peux mettre sur la table, ce que tu peux proposer à l'autre, peu importe sous quelle forme, évidemment. Je parle pas nécessairement, quand je parle de valeur, quand je parle d'augmenter sa valeur, je mets des guillemets autour de valeur, je parle de valeur personnelle. C'est une valeur qui est liée à son estime de soi. C'est pas quelque chose que moi je vais te dicter, ok, c'est comme ça que tu vas augmenter ta valeur. Ça va être à toi de déterminer qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ce qui va augmenter mon estime de moi peut très bien ne pas augmenter ton estime de toi si tu fais pareil. On est tous différents quelque part. Il y a énormément de moyens de le faire, mais je suis persuadé que il faut quand même à un moment donné prendre la responsabilité de son estime de soi.
en fait. Et là-dessus, bien sûr, on peut chercher à augmenter sa propre valeur perçue grâce au développement physique, grâce à l'augmentation de ses compétences, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales, par exemple. On peut aussi trouver beaucoup de confiance et d'estime dans des domaines qui soient beaucoup plus spirituels, qui soient même religieux, bien sûr. Il n'y a pas de règles ou de chemin unique à prendre. On est tous assez différents à nouveau. L'idée, c'est peut-être de creuser différentes choses, de creuser différentes pistes qui pourraient justement nous faire nous sentir « Ah bah tiens, j'ai quand même l'impression là tout de suite de mieux savoir un petit peu qui je suis, de mieux savoir ce que je peux apporter à l'autre » parce que, évidemment, c'est, par définition, une relation amoureuse, c'est bilatéral. C'est quelque chose qu'on construit ensemble, on doit apporter des choses, l'autre va apporter des choses, on va les mettre en commun, on va avoir peut-être on va peut-être pas apporter exactement les mêmes choses. Le tout, c'est de se mettre d'accord avec soi-même et avec l'autre, je pense. Ça me semble assez essentiel. Une petite note sur tout ça à laquelle j'ai pensé, c'est, je pense qu'on sera tous assez d'accord pour dire qu'une partie de nos anxiétés émotionnelles et de notre schéma d'attachement est liée à notre éducation et à l'environnement dans lequel on a grandi. Ça, c'est quelque chose auquel je me suis assez intéressé ces derniers temps également. Il y a pas mal de livres qui en parlent aussi, c'est quelque chose assez étudié en psychologie, j'ai bien l'impression, que par exemple, comment nos parents nous ont donné ou non de l'amour, comment ils l'ont fait entre eux, tous les exemples un petit peu qu'on a eu à ce niveau-là vont contribuer, même si ça peut venir de pas mal de choses différentes justement. Une chose est sûre, tu n'es pas obligé de travailler sur toi toute seule ou tout seul. Avoir quelqu'un à qui parler, c'est une aide très précieuse, que ce soit un proche de confiance ou encore un psychologue, du coup. Moi, personnellement, j'ai des proches de confiance, je pense assez bien me débrouiller aujourd'hui globalement. J'ai quand même prévu d'aller voir un psy cette année, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Il faut que je prenne le temps, parce que évidemment, il y a une question de temps, il y a aussi une question de moyens, on va pas se mentir, mais je pense que c'est un très bon investissement en soi, quand on arrive à débloquer ses moyens financiers notamment, de pouvoir aller parler à un professionnel en fait de soi, de sa vie, etc. C'est quelqu'un qui te connaît pas, qui est pas présent dans ta vraie vie, contrairement à tes proches, mais qui te propose un cadre sûr aussi pour t'exprimer. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais j'ai pas d'expérience à ce niveau-là, mais j'aurais fortement tendance à recommander parce que je pense qu'il y a pas mal de ces schémas de neediness qui proviennent parfois, pas toujours, de nos développements passés, de notre enfance, de ce genre de choses, et que ça peut valoir la peine de chercher à creuser à ce niveau-là pour s'améliorer. Ça veut pas forcément dire, tu vois, il faut que tu ailles à la salle de sport et hop, tu vas résoudre ton anxiété émotionnelle. Non, la salle de sport peut aider énormément, mais n'est pas la réponse à tout. C'est bien, pour ça je trouvais ça important d'être un petit peu plus vaste à ce niveau-là. Bref, voilà, en un petit peu plus détaillé ce que j'entends globalement du coup quand je dis qu'il faut travailler sur soi et augmenter sa valeur. D'ailleurs, encore une petite note en plus, je suis pas sûr et certain, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait facilement gagner plus 100 points de valeur en laissant 5 étoiles sur ce podcast. Que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, il paraît que tu as un boost de valeur personnelle instantané. Qui n'a pas envie de profiter de ça? J'exagère un petit peu. Je ne sais pas si ça sera plus 100, mais c'est très certainement positif. Donc, si le podcast te plaît et que tu trouves de la valeur dans ce podcast, c'est avec grand plaisir si tu veux m'en faire part de cette façon, par exemple, ou en t'abonnant sur l'une de ces plateformes. Merci. Pour en revenir un petit peu à cela, on va terminer un petit peu avec cette première loi. Par rapport à moi, ça a été un chemin assez long depuis mon adolescence. Je peux t'assurer que plus le temps est passé, heureusement, plus j'ai pu passer de « je ne m'aime pas » et « personne ne m'aime », ça c'était très présent chez moi à l'adolescence. J'avais l'impression, en plus je l'ai déjà répété plein de fois à qui me l'a demandé, je me déteste, j'ai l'impression que personne m'aime, mais je comprends qu'ils m'aiment pas parce que moi-même je n'aurais pas envie de m'aimer, tu comprends ? Heureusement, au fur et à mesure de travailler, entre guillemets, d'apprendre, de découvrir un peu plus qui je suis et d'avoir évidemment des expériences, j'ai l'impression que maintenant je m'aime bien et que les autres ont commencé à me le rendre aussi un petit peu plus en parallèle. Ça, évidemment, c'est passé par des périodes où j'étais heureux en couple, c'est passé par des périodes où j'étais malheureux en couple, par des ruptures amoureuses plus ou moins douloureuses, et par des périodes très importantes aussi, notamment après les ruptures, où j'ai décidé de rester tout seul, de réfléchir sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quel a été mon rôle dans l'issue négative, on dira,
de cette relation, parce que je suppose quand même que quand il y a une rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui a pas marché à un moment donné. Peut-être que la relation n'était pas bonne dès le départ, hein. C'est possible, mais peut-être que ça a évolué aussi en cours de route en quelque chose de pas bon. Essayez de comprendre un petit peu tout ça, comment est-ce que je peux travailler sur moi d'une façon ou d'une autre à nouveau pour éviter que ce schéma se répète encore et encore et que je retombe toujours dans le même schéma où j'ai l'impression « Oh putain, je suis avec une meuf toxique, oh je suis avec une nouvelle meuf toxique ». Mais ensuite, si je regarde toutes mes relations, je suis à chaque fois avec une meuf toxique. Par contre, le plus gros dénominateur commun de toutes ces relations, c'est moi. C'est moi qui étais avec chacune de ces meufs toxiques en quelque sorte. Je dis ça, c'est un exemple que peut-être auquel tu pourras peut-être t'apparenter. Personnellement, j'ai jamais l'impression d'avoir été dans des relations qu'on aurait tendance à caractériser de toxiques. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je pose la chose. Autodiagnostic, les gars, c'est parti. Psychologue Eric Flag, in the place. Je pense que j'ai eu une relation très saine avec l'amour paternel et maternel dans mon éducation. Je pense que ça m'a aidé. Je n'ai pas été traumatisé émotionnellement, je pense, de ce point de vue-là, et j'en suis extrêmement reconnaissant, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des parents qui soient particulièrement dignes ou emplis de... Bon, après, voilà, à nouveau, je vais m'arrêter là, parce que ça a l'air d'être très compliqué d'être parent, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai eu des bons modèles quand même. Donc j'en suis très content. Tout ça pour dire et pour en revenir un petit peu, par exemple à l'épisode précédent dans lequel je te parlais de « Oh, je débarque sur Tinder, etc. » Je me suis pointé sur Tinder, du coup j'avais 30 ans. Une partie de ce travail que j'estime être assez important, il était déjà derrière moi. J'avais déjà une très bonne confiance en moi, une très bonne estime personnelle de moi. Et pour autant, j'en ai encore appris énormément pendant les 2 années qui ont suivi, hein, jusqu'à aujourd'hui. Clairement, on s'arrête jamais. Notamment avec toutes ces nouvelles expériences positives et négatives dont j'ai mentionné certaines anecdotes et certaines choses dans l'épisode d'avant. Je vais aussi en parler un petit peu dans celui-ci, mais c'est pour expliquer, poser un petit peu le contexte aussi de rappeler un petit peu les choses de moi je vais y venir après, mais quand j'étais en premier rendez-vous avec une fille, j'étais serein, j'étais en paix, j'étais confiant. Parce que justement, je l'ai pas trouvé ça n'importe comment. Je me suis pas juste dit « Ok, ça y est, Eric, tu vas avoir confiance en toi, tu vas y arriver ». Non, j'avais certaines preuves et je savais ce que je voulais, savais un petit peu... j'avais fait un genre de travail sur moi après des ruptures aussi et ce genre de choses. Donc évidemment, c'est un cheminement. Si tu as 17 ans et que tu écoutes cela... je pense que c'est pas trop mal d'entendre ce genre de choses à 17 ans. En tout cas, moi, ça aurait pu me faire du bien. Par contre, c'est pas parce que tu écoutes ça à 17 ans que tu feras plus aucune erreur et que tu ne devrais pas peut-être faire des erreurs. Ça, c'est relatif, tout dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas pouvoir apprendre en fait des choses qui vont t'arriver et que voilà, on a tous notre propre chemin. L'essentiel, c'est de réussir justement à s'en tirer quand même de mieux en mieux. Bref, l'amour-propre, c'est très important, on le trouve aussi en travaillant sur soi, mais il faut faire attention à trouver un certain équilibre. Dernière petite mention que je veux faire quand même avant de passer à la deuxième loi, c'est que peut-être certaines personnes comme moi à l'époque partent plutôt du postulat qu'ils sont un peu des merdes, qui plaisent à personne, peut-être même qui plairont à personne. D'autres partent de l'autre côté, de l'autre extrême, ou alors ils passent parfois à la suite d'un électrochoc, ils passent d'un extrême à l'autre. Parce qu'il y a la personne qui est très needy, qui s'écrase trop facilement, mais c'est aussi assez connu. Certaines personnes, peut-être même plus souvent des hommes, en tout cas dans le schéma stéréotype, on aurait tendance à le penser, qui sont ou qui deviennent au contraire très narcissiques, réellement égoïstes parfois, abusivement dominants parfois, souvent en essayant de minimiser l'importance des autres plutôt qu'en augmentant leur propre valeur. Ce n'est pas l'électrochoc qu'il faut avoir quand tu te dis « Oh, il faut que j'arrête d'être needy, ça y est, je vais me prendre pour le roi du monde et les autres c'est des merdes ». Ça, c'est... en fait, t'es tout autant needy quand tu fais ça. Si je puis me permettre de donner mon avis, je pense que c'est justement l'énorme différence à ce niveau-là entre un vrai homme qui s'aime et qui se respecte et un gars qui pense être et paraître un homme, entre guillemets, qui s'aime beaucoup, à coup de surcompensation, parfois même d'agressivité, alors qu'en fait, ce mec, je pense, est juste complètement aveuglé par ses propres insécurités, dans un sens assez similaire au mec needy. Donc ils se ressemblent un petit peu ces deux caractères, je pense, celui qui se plie en 4 et qui se rabaisse pour les autres, ou celui qui se prend pour le roi du monde. Au final, comme on le dit parfois, les extrêmes ils finissent par se rejoindre un petit peu.
Donc, et un autre endroit où ces deux personnes se rejoignent, c'est qu'ils refusent assez souvent, consciemment ou non, une chose qui est pourtant si importante dans tout cela, et sur laquelle je vais développer un petit peu, c'est d'ailleurs la deuxième loi, et on passe donc à cette deuxième loi qui est « La vulnérabilité est une force à cultiver ». Et là, c'est quelque chose qui concernera peut-être un peu plus souvent certains hommes à nouveau qui ont tendance peut-être plus à se créer un genre de carapace impénétrable sous laquelle ils enfermeront leurs émotions, en partie ou dans leur totalité. Moi y compris, j'ai dû apprendre à justement réussir à trouver un certain équilibre dans tout cela. Et à nouveau, je parle de mon propre point de vue, en tant qu'homme, typiquement. En tout cas, je me considère en tant que tel, un petit peu plus aujourd'hui, en tout cas. Peut-être pas toujours, certainement pas toujours. Mais voilà, là encore, voilà, là je donne un petit peu en exemple, tu vois, la vulnérabilité. On a tendance en premier lieu à penser à la vulnérabilité émotionnelle. Je parle de cela un peu plus au sens large, hein. Ça comprend aussi la vulnérabilité physique, la vulnérabilité sociale en quelque sorte. Parler de ses émotions, c'est pas le seul moyen de se montrer vulnérable dans une relation ou dans un premier rendez-vous, parce que là, je parle toujours du contexte de la séduction, hein, on est d'accord, ça se mélange un petit peu. Je prends l'exemple de la séduction, mais il y a différentes choses, évidemment, là-dedans, je pense, qui peuvent être intéressantes dans beaucoup de relations de la vie. Relations avec soi-même, relations avec les autres, relations amicales, relations professionnelles, tout n'est pas bon, hein, tout n'est pas bon à prendre et à mettre partout. Mais avoir conscience de tout cela, cultiver certaines forces, cultiver certains côté de soi, pour être capable de manifester ses forces et ses côtés dans les situations qui le requièrent, je pense que c'est une force, justement, à cultiver. Et cette vulnérabilité en est une, je pense. Donc, tu vois, tu peux te montrer vulnérable par différentes façons, hein, pour donner des exemples. Quand tu te mets dans une position dans laquelle tu peux être rejeté par l'autre personne, c'est-à-dire que tu dis ou tu fais quelque chose et tu sais que ça va pouvoir trigger un rejet de la part de l'autre personne, bah en quelque sorte, tu te rends vulnérable. Tu vois, quand tu fais une blague que t'es pas sûr qu'elle va fonctionner, quand tu fais un compliment à quelqu'un aussi, c'est faire preuve de vulnérabilité, l'autre peut très bien prendre ton compliment, te le remettre à la gueule et t'envoyer aller te faire foutre, typiquement. Donc c'est pas juste... Enfin, tu vois, il y a plein de façons de faire. Quand tu oses donner ton avis sur quelque chose qui risque de ne pas faire l'unanimité, ou bien tout simplement de façon plus traditionnelle, on dira... quand tu oses partager comment tu as ressenti certaines choses, hein, parler de tes émotions typiquement pour caricaturer le truc, tout ça ce sont des exemples de vulnérabilité et en gros tout ça ce sont des situations dans lesquelles on se met, qui nous mettent à découvert, qui exposent certains de nos points sensibles, certains endroits qui feraient mal si quelqu'un décidait d'en profiter pour taper dessus, par exemple. Alors on pourrait croire que c'est exposer ses faiblesses et que c'est une faiblesse que d'être vulnérable. Il y a différents types de vulnérabilité. Il y a évidemment un certain synonyme, on pourra dire, entre vulnérabilité et faiblesse. Il faut séparer les choses. Là, je te parle pas de cette intersection entre les deux. Je te parle de la vulnérabilité un petit peu de son propre côté. Parce que à chaque fois que tu le fais, voilà, tu prends un risque là où tu prends un risque qu'on te frappe là où ça fait mal, qu'on te rejette, qu'on te ridiculise socialement, hein, et également. Mais si c'est fait honnêtement, si tu es, entre guillemets, sincèrement vulnérable, avec les bonnes intentions, en sachant au fond de toi d'où ça vient, en étant en paix avec soi-même et donc comment ça peut être interprété par les autres, eh bien au contraire, c'est là que la vulnérabilité devient surtout une force, je pense. Et là je reviens sur un truc très important, c'est que il faut surtout pas entendre que être vulnérable, c'est une astuce. C'est une pick-up technique, c'est une façon, c'est une façon de pécho la meuf, tu vois. Oh, je vais lui parler de mes émotions, comme ça, elle va penser que je suis sensible, en plus d'être un bec ou quoi, et elle va m'aimer encore plus. Non, c'est de la merde. Ça défait absolument tout ce qui, à mon avis, est justement important et ce sur lequel j'essaie de construire un petit peu ma réflexion dans cet épisode, typiquement. La vulnérabilité, on dira, c'est plutôt une façon d'être, une façon d'interagir et de s'exprimer naturellement, par définition du coup, sans artifice, sans subterfuge. Putain, j'ai du mal à parler. J'ai mentionné un mot important avant, j'ai parlé de bonnes intentions. Quand tu es vulnérable, les intentions derrière vont être très, très importantes. Tu vois, déjà, je pense qu'on le sait tous, les êtres humains, en fait, ils sont moins cons qu'on peut le penser parfois. Hein, nos intentions sont assez souvent plus transparentes
que ce qu'on en a l'impression, surtout quand on n'a pas une très bonne conscience de soi, une très bonne conscience sociale typiquement. Mais peu importe nos intentions, elles finissent assez souvent par devenir de plus en plus transparentes, on dira. Donc s'entraîner à cacher ses intentions à court terme, oui, ça peut aider à gagner à court terme. Ça peut aider à obtenir ce que tu veux rapidement quand tu fakes, quand tu prétends, quand tu fais semblant, voire même quand tu triches ou quand tu mens. Par contre, à moyen ou à long terme, c'est souvent de la grosse merde. D'autant plus quand tu cherches à construire une relation épanouissante, en fait. Une relation épanouissante sur le long terme qui est à nouveau un petit peu le sujet ici. Donc, quand on est vulnérable, quand on l'est sincèrement, ça se ressent en fait humainement de la personne en face. Quand vraiment tu dis les choses que tu ressens pour de vrai, que tu le dis pas pour X ou Y parce que tu penses que c'est ce que l'autre veut entendre ou qu'on t'a dit que ça allait marcher, etc. Bah, consciemment ou non, la personne en face, elle va le ressentir et elle va savoir d'où ça vient. Et c'est aussi pour ça que cette personne en face, d'autant plus si c'est la bonne personne, entre guillemets, ou si c'est une personne potentiellement bonne, ne cherchera pas à profiter de notre vulnérabilité, mais au contraire, nous trouvera d'autant plus respectable, et j'ai même envie de dire, nous trouvera d'autant plus attirant, attirante, dans une certaine mesure des choses. Évidemment, je te demande pas d'arriver tout nu au premier rendez-vous, comme ça tu es dans ton enveloppe de vulnérabilité la plus concrète. On est d'accord, il faut cultiver une certaine conscience de soi, une certaine conscience de comment la personne d'en face elle réagit, etc., etc. Pour moi, il y a une part de bon sens là-dedans quand même. Il faut pas. C'est des compétences sociales quoi. À nouveau, j'ai parlé de compétences sociales avant. Il faut avoir certaines compétences sociales en plus de simplement. Enfin voilà, ça fait partie de la compréhension globale du truc. Pour donner un petit exemple de vulnérabilité, peut-être, j'aurais envie de dire ce podcast. Un petit peu, tu vois, mon but dans ce podcast, ça fait quoi, 96 épisodes là, c'est quand même d'être assez globalement vulnérable avec toi qui m'écoutes, sans pour autant exposer toute mon intimité, toute ma vie privée, sans aucune pudeur bien sûr, c'est absolument pas le cas et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Si tu écoutes depuis un moment ce podcast, notamment mes épisodes solo comme celui-là, celui d'avant où je te parle de mes anecdotes de rendez-vous, etc., de certaines choses un petit peu comme ça, plus sensibles parfois, tu t'es peut-être dit que j'avais quand même l'air un petit peu sincère, un petit peu vulnérable parfois dans mes récits d'expérience et plutôt bienveillant dans ma démarche, j'espère. Et si tu t'es dit ça, c'est probablement parce que c'est bel et bien mon intention depuis le tout premier épisode. Ce podcast, je le fais dans ce but-là, je le fais pas dans le but de mentir, dans le but de me travestir d'une façon ou d'une autre. Mon but, c'est évidemment de choisir ce que je mets en avant, de choisir ce que je partage, mais quand je le fais sincèrement et je le fais sans une masse d'attentes en retour, concrètement. Mon but, c'est pas constamment de me mettre moi en avant ou de te montrer à quel point j'ai compris que j'étais le meilleur pour avoir ton approbation. J'ai pas l'impression d'être en full neediness d'approbation en faisant ce podcast. J'ai pas l'impression non plus d'être ton petit chien qui sacrifie son amour-propre pour tenter de combler tous tes désirs et qui veut essayer absolument de plaire tout le temps à tout le monde. Même si, à nouveau, de par ma personnalité de base, moi j'étais plus du côté needy que du côté narcissique, quand même. J'en ai parlé dans l'épisode d'avant, dire non aux gens et ne pas faire plaisir aux gens, ça a pu me porter préjudice et j'ai essayé aussi de travailler là-dessus. Donc voilà, je fais pas ce podcast non plus pour des raisons d'argent, voilà, ça pourrait aussi corrompre un petit peu le truc. Je le fais surtout parce que j'ai envie en fait. Donc voilà. Je pense connaître un petit peu ma valeur, qui je suis et ce que je veux suffisamment pour me respecter moi-même dans notre relation à toi et moi, pour oser me montrer dans une certaine mesure vulnérable à toi qui m'écoutes. Et je suppose que c'est aussi pour cela que, je l'espère, tu m'accordes un peu de respect en retour. Tu vois, ça fonctionne aussi pour une relation parasociale. Ça marche pour les relations amicales, ça marche pour les relations professionnelles, pour les relations amoureuses. Dans un certain contexte, peut-être que la vulnérabilité n'est pas nécessairement l'endroit le plus... Peut-être que le premier endroit où exprimer ta vulnérabilité ne sera pas toujours ton cadre professionnel. Évidemment, il faut utiliser un peu de bon sens et surtout, il faut comprendre la dynamique sociale. Quelles sont les forces sociales autour de moi? Est-ce que... Voilà, il faut prendre conscience de tout ça. Mais ça, c'est sûrement
C'est sûrement le sujet d'un autre épisode, parce que on peut pas tout faire dans un seul épisode, et moi-même, il faut que je vive des trucs pour pouvoir avoir des choses à dire dessus aussi. Bref, pour en revenir et terminer un petit peu là où j'en étais vis-à-vis de la vulnérabilité, les mots qu'on utilise et toute la surface de notre communication avec l'autre personne ont une importance bien minime comparée aux émotions, aux motivations et aux intentions qui se cachent dessous, qui se cachent derrière les mots qu'on utilise, desquels tout le sens de ce qu'on dit provient réellement. C'est pour ça que tu peux dire deux choses en utilisant les mêmes mots, mais ça va être perçu d'une façon complètement différente par la personne, aussi en fonction de la personne va peut-être déceler que tu es en train d'utiliser un masque et que tu ne dis pas vraiment ce que tu penses parce que tu cherches quelque chose d'autre, ou peut-être que ça va se sentir que ta démarche est totalement sincère et que tu t'ouvres un petit peu et que tu montres en fait à l'autre, regarde, je suis prêt à exposer mon cœur devant toi, littéralement, hein, c'est-à-dire j'expose mon cœur dans tous les sens du terme. Quand tu exposes ton cœur et que tu ouvres la cage thoracique comme ça, eh bien tu prends le risque qu'on te poignarde dedans, en fait, concrètement. Ou alors, tu prends le risque que quelqu'un se dise « Tiens, en fait, moi aussi, je me sens en sécurité maintenant, je vais pouvoir ouvrir un petit peu mon cœur et on va pouvoir échanger des choses et puis essayer de créer quelque chose de bien. » Donc, voilà un petit peu pour cette deuxième loi. Sauf erreur, si on veut que nos intentions, notre comportement et nos paroles soient alignés, une chose est absolument nécessaire, mine de rien. Et ça, c'est le troisième point sur lequel on arrive, le troisième point. La troisième loi, parce que je pense qu'à force d'utiliser ce mot, je vais l'utiliser dans le titre. Troisième loi de l'attraction, non, de la séduction plutôt. Mieux s'équiper pour mieux attirer. Parce que si tu as besoin d'un programme de sèche ou de street workout pour te muscler, pour perdre du poids, pour l'été, pour devenir encore plus attirant, évidemment, ou que tu as besoin d'équipement pour t'entraîner, eh bien tu trouveras tout cela sur ericflack.com. Évidemment, il y a plus de 100 000 personnes qui ont déjà acheté leurs équipements sur mon site. Je vais pas mentir, c'est grâce aux personnes qui, par exemple, me soutiennent dans mes projets annexes, on dira, dans ce que je fais à côté, que je me suis permis de faire ce podcast sans aucune optique particulière autre que ça me fait plaisir et pas il faut absolument que je sponsorise le podcast avec 5 minutes de pub au début où je lis des trucs d'une autre marque pour que je sois payé. Peut-être que je le ferai un jour, hein. Je fais ce que je veux, hein. Concrètement, c'est mon podcast. Mais je n'ai pas cette pression. Tout ça pour dire... Ceci n'est pas la troisième loi. La troisième loi, c'était pas ça en fait. Hein. C'était juste le petit instant promo du podcast. Voilà, ericflack.com si jamais tu veux soutenir tes progrès et mon travail. Et on passe à la vraie troisième loi, qui est que la vérité finit toujours par briller au grand jour. Parce que être réellement et authentiquement vulnérable, ça implique d'être honnête et de dire la vérité autant aux autres qu'à soi-même. Ces deux choses vont un peu ensemble, hein, ça se rejoint un petit peu. Tu peux pas être vulnérable quand tu dis pas la vérité, en fait, tu vois, par définition. Mais la vérité va un petit peu plus loin que ça, dans d'autres... à nouveau, il y a une intersection entre les deux, et moi je vais me concentrer sur la partie qui est non intersectée. Et j'en fais une troisième loi parce que je décide, tu vois le truc. Ne pas se mentir, c'est une source d'énormément de belles choses dans sa vie. Ah, j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode 93 sur la confiance en soi, car c'est justement un excellent moyen de développer cette confiance en soi que de ne pas se mentir. Je vais pas me répéter à ce niveau-là, j'en ai déjà assez parlé dans cet épisode. On passe à la suite. En ce qui concerne la vérité et les autres, évidemment, mentir aux autres, mentir à l'autre, c'est une stratégie extrêmement perdante. Dès qu'on considère un horizon un peu plus éloigné que peut-être ce soir ou la semaine qui vient, tout dépend, mais à moyen long terme, mentir dès le départ, forcément, c'est pas une très très bonne idée. Je pense que j'ai déjà plus ou moins bien expliqué pourquoi. Que ça soit pour ne pas révéler qui on est vraiment, pour s'inventer une vie, pour s'inventer une personnalité, pour s'inventer une opinion, dans le seul but, notamment, de donner à l'autre ce qu'on pense qu'il recherche ou qu'il ou elle recherche, c'est de la merde. C'est la pire idée du monde que de construire les toutes premières fondations d'une relation qu'on espère, hein, à nouveau, je le répète, le but c'est de trouver, là on est dans une optique, je cherche quelqu'un pour construire quelque chose de sérieux. Et ben commencer en mentant sur qui on est ou sur ce qu'on veut, c'est pas une très bonne idée, parce que ça finira par être dévoilé tôt ou tard. Je te le dis aussi par expérience, hein, faut pas croire que moi je suis parfait, bien au contraire. J'ai l'impression par contre d'avoir appris des trucs quand même, et d'avoir
appris des trucs que je répéterai pas, ou plus, eh ben ça finit toujours par revenir. Donc c'est une idée de merde, tu comprends? Je pense que tu te représentes bien le truc. On est tous plus ou moins coupables de certaines choses à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais si mentir ou cacher les mauvaises choses, hein, c'est perdant, l'autre côté de la pièce, il est aussi important, et ça je l'ai réalisé peut-être un petit peu plus récemment, en tout cas je me le suis formulé un petit peu plus récemment. Dire la vérité, c'est quand il s'agit d'oser dévoiler certaines choses positives, c'est très important aussi. Alors peut-être ça rejoint un petit peu la vulnérabilité. Mais c'est vrai que j'ai une petite anecdote à ce niveau-là, typiquement. Je vais revenir un peu sur des histoires de meufs. C'était quoi? C'était il y a 2 ans, je me souviens plus exactement quand c'était. Ouais, c'était peut-être été 2020, je me souviens plus très bien. Comment résumer le truc? J'ai rencontré une fille sur je sais plus quelle application, et puis on s'était vu une fois, on s'était croisés, on avait eu un premier rendez-vous, ça s'était plutôt bien passé, et puis ensuite on s'était recroisés sans faire exprès entre deux, genre elle faisait son sport et moi je me baladais dehors, et puis on s'est croisés comme ça sans s'y attendre. C'est à un moment donné, je lève la tête et hop, je la vois qui débarque en courant, et elle était en train de courir, et elle arrive, elle était en train de courir, tu vois, elle transpirait, etc., tout ça. Elle était pas dans le même elle ressemblait pas à ce que je l'avais vu nécessairement la première fois qu'on s'est vu, et je pense que c'était pareil de même, parce que moi, quand je vais à un premier rendez-vous, je peux t'assurer que j'essaie de pas avoir l'air de n'importe quoi non plus, hein, ça me semble assez important. Et je me souviens qu'elle avait l'air un peu gênée, etc., qu'on se voit comme ça de façon non préparée, sans que ça soit prévu. Et bref, on se dit 2-3 mots, on part, et puis on se revoit une fois. Et puis elle me dit, justement, quand on s'est revus, elle me dit que voilà, qu'elle avait l'air gênée, en fait, en gros, elle m'a dit qu'elle pensait avoir eu l'air gênée, qu'elle était entre guillemets désolée. Enfin, ça se voyait qu'elle avait pas spécialement, voilà, elle regrettait un peu qu'on se soit croisés dans ces conditions. J'ai l'impression. Et moi, je lui ai dit, en fait, ce que je pensais, je lui ai dit, en fait, je lui ai dit qu'elle avait pas l'air gênée, je lui ai dit que, elle était mignonne, quoi. Je lui ai dit que je l'avais trouvée mignonne, tu vois, tout simplement. Et où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est, ça lui a fait plaisir, évidemment, hein. Quand je lui ai dit ça, ça venait, en fait, je lui ai dit la vérité. C'est juste que je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai ressenti sur le moment, je vais le lui dire, en fait. Je vais lui dire ce que j'ai vraiment pensé, ce que j'ai vraiment ressenti, typiquement. Alors là, c'est quand même un peu un truc de vulnérabilité aussi, j'imagine, mais force est de constater que ça lui a fait plaisir aussi. Et pourquoi? Parce que je le pensais vraiment. À nouveau, mes intentions étaient alignées, je lui ai dit ça inconditionnellement, hein, je lui ai dit ça parce que je le pensais, c'était ma vérité sur le moment, et que je pense que mes intentions derrière étaient les bonnes. Parfois, on peut avoir peur, justement, de dire ce genre de truc positif à quelqu'un, parce qu'on a peur, justement, d'avoir l'air needy et de passer pour quelqu'un de désespéré, tu vois. Quand tu dis à une fille... tu es mignonne, ou n'importe quelle phrase ou compliment de ce genre, ça peut très bien te faire passer pour, suivant comment tu le dis, le contexte, les intentions, plein de choses, ça peut te faire passer pour un bêta, pour un simp, pour un cuck, pour je ne sais quel nouveau terme du genre que je ne connais pas encore, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sortent régulièrement, mais ça peut aussi te faire passer pour un homme qui est complètement honnête, qui est vulnérable, qui est vrai, et qui n'a pas peur de comment elle va réagir. Pourquoi? Parce que il sait qu'il a la vérité en lui. À nouveau, c'est pas la phrase ou les mots utilisés qui déterminent le résultat, autant que les intentions qu'on a derrière elle. Voilà, ça c'était pour le petit exemple. Bon, pour finir là-dessus, je vais quand même revenir sur une autre caractéristique de la vérité que j'ai mentionnée avant. Elle doit être inconditionnelle. Ça fait partie, par définition, en fait, la vérité, c'est une fin en soi. Par exemple, dans le contexte du compliment, j'ai pas dit à cette fille qu'elle était mignonne dans le but qu'elle réagisse d'une certaine façon, positive ou négative. Je lui ai dit simplement parce que c'était ma vérité à ce moment-là, et que je l'ai fait sans attendre grand-chose en retour, en fait. C'était un cadeau. Voilà, je lui ai fait, entre guillemets, un cadeau inconditionnel, sans attendre quelque chose en retour. Ça fait partie de quelque chose quand on dit la vérité, en quelque sorte. Je vais pas payer le resto à condition qu'elle vienne chez moi ensuite, tu vois. Ça, c'est un exemple. Sérieux, il y a des mecs qui font ça. J'ai cru entendre une histoire comme ça.
ça doit se faire, ou en gros le mec il demande à la meuf si elle vient chez lui après, si la meuf dit oui, si la meuf dit non, eh bien le mec lui dit ah ok bah du coup on va séparer l'addition. Ouais ça renvoie quand même une assez mauvaise image je trouve. C'est pas quelque chose que je recommanderais en réalité. Si tu veux payer le resto, tu payes le resto, c'est un cadeau inconditionnel. J'y reviendrai après, mais c'est vrai que c'est le genre de choses que moi je trouve que moi j'ai eu tendance à faire, quoi, clairement, tout simplement. Donc, sur ce, on va passer au 4e et dernier point. Non, il y en a 5 quand même. Bon, tu verras le 5e, il est particulier. 4e loi, polariser pour mieux se trouver. Et là, on va en revenir un petit peu plus à des exemples à nouveau de mes propres expériences. J'avais déjà mentionné, d'ailleurs, dans l'épisode sur la confiance en soi, que quand je vais en rendez-vous avec une fille, enfin notamment ces 2 dernières années, on dira plutôt, j'ai très grande confiance en moi, en fait, concrètement. J'ai travaillé sur moi, à ma propre façon, pour savoir suffisamment qui je suis, quelle est ma valeur, en tout cas en partie, tu vois, et ce que je veux et je recherche activement. Moi, aujourd'hui, je vais pas mentir, je suis fier quand même de qui je suis, tu vois, j'ai pas peur de le penser. Je pense certainement pas passer non plus pour un connard arrogant, pour autant, parce que, comme je l'ai dit aussi, je me souviens de comment j'étais avant, en fait. Je me souviens d'il y a 15 ans, comment j'étais. Le Eric adolescent d'il y a 15 ans ne me permettra jamais d'être un connard arrogant. Ou alors, le jour où je deviens un connard arrogant, il faudra absolument qu'on me le dise et qu'on me mette le nez dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'espère que j'aurai une partenaire qui pourra le faire. Très certainement, c'est aussi ce genre d'aide qu'on obtient de par notre partenaire de vie. Bref. Je sais que j'ai encore tellement de choses à apprendre que voilà, j'ai pas le temps non plus de me dire que j'ai tout compris. Donc, il n'empêche, je débarque au rendez-vous que j'ai avec différentes personnes, que je rencontre notamment sur des applications de rencontres, ces 2 dernières années typiquement, et moi quand j'arrive au premier rendez-vous, je le dis sincèrement, comme j'ai dit, j'ai une certaine confiance, je sais un peu ce que je veux, donc j'ai entre guillemets pas trop de temps à perdre à discuter pour ne pas... Enfin, tu vois, j'ai pas envie de donner l'impression que j'arrive et que c'est un entretien d'embauche. C'est pas du tout le cas. Bien au contraire, justement, comment expliquer ça? En fait, c'est juste que j'arrive et que je me dis, bon, ben, je vais simplement montrer à cette fille qui je suis du mieux que je peux, en jouant d'une certaine vulnérabilité, oh putain, c'est vraiment pas le bon mot, en étant vulnérable, en disant la vérité, en gardant conscience quand même de ce que je veux et de ce que je vaux suffisamment, en me respectant moi-même, en respectant l'autre personne, en lui disant en fait en quelque sorte, tiens, regarde, c'est moi, ça c'est moi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te donne envie de te partager un petit peu toi-même? Est-ce qu'on peut avoir rapidement une discussion sincère où en fait on parle rapidement de qui on est, on se dévoile un petit peu, tu vois? C'est à nouveau une question de vulnérabilité. Évidemment, la fille en face ou le mec en face, il va peut-être, tout dépend comment il a eu l'habitude de fonctionner, les expériences qu'il ou elle a eues, évidemment, mais si toi tu débarques, si moi je débarque un petit peu plus en mode, bon bah écoute... moi, voilà un peu qui je suis, tu vois, pour de vrai. Mes intentions derrière, j'aime fortement penser, sont totalement alignées et je sais ce qu'elles valent. Et donc, ça se transmet à l'autre personne et l'autre personne a peut-être plus tendance à capter un petit peu mes intentions et de se dire, ah bah en fait, je crois que c'est sûr. Je crois que je suis en sécurité. Je peux aussi déprotéger un tout petit peu mon cœur et on peut parler un tout petit peu cœur à cœur pour qu'on puisse communiquer de la façon... la plus naturelle et sincère pour, en quelque sorte, jauger de notre compatibilité, de notre feeling, etc. Parce que c'est un petit peu ça le premier rendez-vous. Hein. Premier rendez-vous, comme je l'ai expliqué dans l'épisode d'avant, d'autant plus avec les expériences que j'ai eues sur les applications, quand j'arrivais en premier rendez-vous, on n'avait plus passé 8 jours à parler sur Insta ou sur Tinder, donc c'était un petit peu le moment où tu apprends vraiment à rencontrer la personne, à savoir comprendre un peu mieux qui elle est, et d'avoir un vrai feeling, un feeling complet, hein, pas juste un feeling avec des caractères écrits sur ton téléphone, un feeling où tu vois la personne, t'as son langage corporel, son langage non corporel, t'as cette espèce de feeling dans l'air, etc., quelque chose un peu impalpable comme ça, ou même palpable parfois,
Et tout ça, ça fait partie d'un petit peu de ce que tu vas te dire une fois que tu rentres chez toi après le premier rendez-vous de tiens, c'était bien, mais je suis pas trop sûr de savoir pourquoi, etc. Tout ça pour dire, moi je débarquais un petit peu en mode, bon, voilà un peu, voilà qui je suis, est-ce que ça te va en fait? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà un peu qui je suis, qu'est-ce que t'en penses? Voilà un peu qui je suis. Qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a à laisser, tu vois? Donc l'idée justement, c'est alors à nouveau, je le répète, je parle de vulnérabilité, etc. Il faut pas débarquer tout nu, il faut pas tout poser sur la table, faut pas arriver et déballer tous les traumas de ta vie. Bam, tu les poses sur la table en arrivant devant l'autre personne qui n'a rien demandé. Ça demande évidemment de garder une certaine intelligence sociale. Il faut rester conscient de comment l'autre personne réagit et en fonction de son caractère, évidemment, le but, c'est de faire ça correctement. Et à nouveau, correctement, je peux pas te donner de technique. C'est une question de bon sens et justement de réussir à comprendre un peu sur l'autre personne, que ce soit comment elle réagit, ce qu'elle dit, son langage corporel, de comment est-ce qu'elle interprète aussi ce que tu dis. Le but, c'est pas de faire peur à l'autre, évidemment. Parfois, ça peut être le but de faire peur à l'autre. Je vais y revenir. Vas-y, je laisse ça un peu en suspense, un truc un peu bizarre. Ah oui, il faut faire peur à l'autre. Non, il faut pas faire peur à l'autre. Le but, c'est qu'il faut que l'autre se fasse un avis sur toi. Ça, c'est important. Mais je veux préciser encore une petite chose juste avant, c'est que peut-être que c'était pas clair dans comment je me suis exprimé juste avant. Ce qui est très important, c'est évidemment que ça soit un échange. On est là pour partager, bien sûr. Et je vais pas mentir, personnellement, je te pose tout ça là parce que c'est un peu les conseils que j'aurais tendance à donner. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas assez fait. En tout cas, moi, j'aurais aimé peut-être plus tôt savoir ce que je voulais et puis pouvoir être capable de le poser un peu sur la table à la demande. La dernière chose à faire, c'est de mettre dans la gorge de l'autre, évidemment. Mais personnellement, justement, je me connais quand même assez bien. Je suis pas très intéressé à m'entendre parler davantage, parce qu'en fait, je parle souvent tout seul déjà. Comme tu vois là, je fais des épisodes tout seul devant un micro, je parle tout seul. Ça, c'est des épisodes où je parle après avoir réfléchi, tout seul dans ma tête. Je passe beaucoup de temps avec moi-même. J'en ai marre de m'entendre assez rapidement au bout d'un moment, tu vois. Donc moi, quand j'étais en rendez-vous, évidemment, j'étais particulièrement intéressé à écouter l'autre personne. C'est extrêmement important d'écouter l'autre, de lui poser des questions, de lui poser aussi des questions qui permettent de diriger la discussion vers quelque chose d'intéressant, j'allais dire de profond, mais enfin tu vois, de profond en fonction du contexte. Faut pas que ce soit profond creepy, profond chelou, mais ça à nouveau c'est une histoire de conscience des signaux sociaux que tu renvoies un peu autour de toi. Mais voilà, dans le contexte d'un premier rendez-vous, on cherche évidemment un équilibre dans cette dynamique c'est pas tu débarques et hop, je pose tout mon putain de sac, démerde-toi avec qui je suis, c'est tu partages des petites pépites comme ça, des petits nuggets, tu lui laisses un petit truc, tu lui montres, hop, regarde, hop, mon cœur, tu l'as vu là, hop, tu lui montres ton cœur comme ça, vite fait, et tu regardes comment elle réagit, et puis normalement, les êtres humains, instinctivement quand même, ils ont tendance à pouvoir faire confiance quand ils sentent qu'il y a de quoi faire. Tout ça pour dire, tu vas très bien gérer ton truc, j'en suis sûr, et si tu le gères pas très bien, c'est pas grave, tu auras d'autres opportunités, et c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas croire que j'étais toujours confiant non plus dans ce cas de figure, ça c'est sûr. J'en reviens au moment avant où j'ai dit que le but c'était de faire peur à l'autre. C'est pas vrai, évidemment. Le but c'est de faire réagir. Parce que quand tu cherches pas premièrement à renvoyer à l'autre ce que tu penses qu'il ou elle recherche, que tu poses un peu les choses comme elles sont, comme tu es, bah il y a des chances justement que tu aies des réactions en face. Et ça, c'est le but. Parce qu'en fait, le pire, dans une tentative de séduction ou de connexion avec quelqu'un, c'est de laisser l'autre personne indifférente. En fait, ce qu'il faut se dire, j'imagine, ce à quoi j'en suis venu aussi, c'est que si ça matche avec la personne, parce qu'il y a un bon feeling, etc., tant mieux. Si ça matche pas, tant mieux. Encore plus quand c'est déterminé rapidement, car ça évitera à tous les deux de perdre notre temps. J'ai envie de dire, le but, c'est quand même que l'un et l'autre, on puisse se faire un avis sur l'autre personne, quand même, sans que ça nous prenne 3 mois, parce qu'en fait, on utilise des mondanités, on se cache derrière des masques, on est hypocrite un petit peu, on dit des choses qu'on pense pas, et puis on s'en rend compte après 6 mois de relation, ou 6 ans de relation, qu'en fait, on s'est menti un peu depuis le début, et puis etc., etc.
Je sais pas ce que c'est qu'une perte de temps si ça, c'en est pas une. Et évidemment, je veux pas réduire cela en fait au fait qu'il faut que ça soit rentable, optimisé et rentabiliser le temps. Je dis juste que c'est un peu une histoire de bon sens que personne n'a envie de construire une relation sur des mauvaises fondations, et ça peut en faire partie. Ça peut être assez dangereux justement quand ça persiste à moyen long terme. Et donc, en quelque sorte, le but peut être de rapidement de polariser un petit peu, pour en revenir à cette loi, vis-à-vis de la personne en face de toi. En fait, il faut quand même que cette personne en face de toi, elle se fasse un avis à ton égard, qu'il soit positif ou négatif. Il faut qu'elle se pose des questions à ton sujet, notamment, par exemple, est-ce que tu es attirante à ses yeux ou non ? Parce que c'est important, t'as pas envie que la personne... Enfin, sinon, c'est comme si elle te connaît pas, si elle est indifférente à toi. Donc, c'est bien de faire réagir la personne. Et bien sûr, l'inverse est vrai également, ça va dans les deux sens. L'autre personne doit aussi te convaincre, toi, et ne pas te laisser indifférent. Personnellement, j'ai remarqué qu'en allant droit au but sur qui je suis, en n'ayant pas peur de me présenter autant que possible, quand même, la fille avait souvent tendance à se sentir en confiance, à pouvoir faire de même rapidement. Après, c'est mon interprétation. Peut-être que j'ai mal interprété le truc, les signaux, mais il n'empêche que la plupart du temps, ça s'est quand même bien passé. J'ai envie de dire, même si parfois ça s'est pas bien passé aussi, j'y reviendrai peut-être vite fait. J'ai pas des exemples fracassants, mais il faut pas croire que... Enfin, clairement, le feeling n'était pas toujours là, hein, d'une part, de l'autre, ou des deux parts, clairement. Et voilà, donc la fille avait parfois, j'avais l'impression quand même tendance à pouvoir s'ouvrir un petit peu, et puis que ça fonctionnait en fait, en quelque sorte. Ça y est, la technique a fonctionné. La technique de l'authenticité, vulnérabilité, honnêteté a marché pour gagner. Non, j'exagère, mais tu m'as compris. D'ailleurs, petite anecdote vite fait, ça m'est arrivé, moi, d'avoir un bon feeling aussi, et que, en fait, manifestement, c'était pas le cas. Ça m'est arrivé, même une des premières personnes que j'avais rencontrées, début 2021, je crois, avec laquelle ça s'était bien passé, j'avais l'impression, quand même. Globalement, ça s'était bien passé. Et puis, j'ai eu beau écrire un petit peu, il n'y a pas eu de retour de ouf en face, tu vois. Il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous, alors que moi, j'aurais été chaud. Voilà, j'ai eu un bon feeling. Elle ne l'a pas eu. Ça arrive aussi. C'est comme ça, hein. À un moment donné, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut pas se torturer soi-même parce que quelqu'un ne nous a pas apprécié, d'autant plus si on s'est présenté un petit peu tel qu'on pense être. C'est une bonne chose, hein. C'est un peu le genre de choses qu'il faut se dire quand même vis-à-vis de la séduction et de la peur qu'on peut avoir, peut-être même encore plus chez les hommes qui peut-être plus prennent le rôle de l'initiative parfois, de devoir aller vers la fille en premier. Le peur de se faire rejeter, en fait, hein, voilà, c'est un peu la base de la séduction, cette peur de se faire rejeter. Si tu arrives à reformuler le truc en mode, en fait, si je me fais rejeter, j'ai quand même eu la réponse que je cherchais. Parce qu'on veut avoir un oui ou un non, mais on veut pas avoir un peut-être, écoute, je te redis dans 4 mois. Ça, c'est pas ouf, ça, tu vois, c'est pas ouf. Et toi non plus, t'as envie de pouvoir te dire oui ou non un petit peu vis-à-vis de la personne en face. Donc, parfois, toi, tu vas dire oui, elle va dire non. Parfois, vous allez les deux dire oui, parfois, vous allez les deux dire non, comme l'anecdote dans l'épisode précédent où la fille n'aimait pas les influenceurs et tout. Là, on était les deux OK pour dire non au final. C'est très bien, tant mieux, parce que si on n'était pas sûr qu'on s'était revus et qu'on était arrivé à cette même conclusion plus tard, à nouveau, est-ce que ça nous aurait beaucoup plus avancé ? Je pense pas. Donc, voilà. Après, mine de rien, ça c'était au début, c'est vrai que ça m'est assez peu arrivé d'avoir des bons feelings qui étaient non réciproques derrière aussi, parce que assez rapidement, justement, j'ai commencé à matcher beaucoup moins de filles, comme je l'ai expliqué, et à beaucoup plus, tu vois, au bout d'un moment, sur les applications, c'est pas comme dans la vraie vie où tu connais pas du tout la personne quand tu la vois en premier. Là, quand on se voyait, on avait déjà pu discuter un petit peu par message. Et quand tu discutes un petit peu par message, à nouveau, comme je le disais dans l'épisode d'avant, tu peux te pré-demander si ça peut matcher, s'il peut y avoir un feeling, s'il y a plus de chances qu'en fait, quand on se verra, on va s'apprécier. Parce que évidemment que c'est très important de se voir en vrai, mais il y a quand même certains points communs, certains centres d'intérêt, certaines façons de voir les choses qu'on peut communiquer par message et qui nous permettent de trouver un début de compatibilité, par exemple. Donc voilà. Je crois que j'en suis arrivé au bout pour cette 4e règle. Donc, pour résumer vite fait le truc,
polariser en quelque sorte la personne en étant toi-même, c'est pas une mauvaise chose, parce que obtenir un oui ou un non, c'est mieux que d'obtenir un « je sais pas ». 5e loi, qui n'est pas vraiment complètement une loi, on y passe tout de suite, c'est contrôler son style de vie et les signaux renvoyés. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ce titre un petit peu vague et un petit peu large, c'est que j'ai pensé aux 4 premiers trucs qui me semblaient très importants, et ensuite je me suis dit, bon, il y a quand même tout le reste qui est très important aussi. Et du coup, tout le reste, on va le balancer dans une 5e loi. Comme ça, hop, c'est propre, c'est rangé, c'est précisé. Non, c'est aussi parce qu'il faut trouver des limites un petit peu dans les épisodes aussi, et qu'il y avait, ces 4 premiers points étaient notamment les choses dont j'avais le plus envie de parler, parce que c'est quand même des choses, c'est des concepts, entre guillemets, c'est des... Voilà, ça relève de plus que juste séduire la personne, tu vois, ça relève un petit peu de développement personnel au sens pur du terme, j'ai l'impression, et c'est le genre de choses que j'aime bien, comme tu as pu aussi t'en rendre compte sur ce podcast, et peut-être que toi aussi, si tu apprécies ces épisodes. Donc, on va mettre là-dedans un petit peu beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement importantes et qui jouent un rôle, notamment dans la séduction, notamment dans le premier rendez-vous, évidemment. On va commencer par notre apparence, mon apparence, à quoi je ressemble, à quoi tu ressembles quand tu te pointes au premier rendez-vous, à quoi tu ressembles ou je ressemble tout court. Mine de rien, ça va changer, hein, je pense qu'on est tous conscients de ça. Faire du sport, être en bonne condition physique, faire attention à son style vestimentaire, à sa coupe de cheveux, à la santé de sa peau, à la santé de ses dents, je sais pas, de ses ongles, ce qui n'est pas du tout mon point fort. Bref, beaucoup de ces choses ont un rapport avec notre style de vie en général et nos habitudes. Pas besoin de trop détailler, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer ces choses, et à nouveau, c'est personnel, c'est à toi de voir si tu as l'impression que ça va augmenter ta propre perception de ta valeur personnelle que de faire ci ou de faire ça, mais il faut à nouveau, comme je l'ai dit, essayer de garder en tête que tout ça, ça va être des signaux qui vont être renvoyés à l'autre personne. Notre apparence, évidemment, est une des premières choses que l'autre personne va voir. Et on a un certain contrôle dessus, donc c'est à nous de décider ce qu'on a envie d'en faire quand même. Je vais pas trop détailler comment améliorer tout ça, parce que faire du sport, etc., prendre soin de soi, on sait à peu près tous comment il faut faire, hein, c'est très simple. Il faut aller, par exemple, faire du sport 3 fois par semaine. C'est très simple, mais c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Sinon, tout le monde, il aurait un style de vie incroyablement stylé et des habitudes extraordinaires. À nouveau, j'ai déjà fait des épisodes sur les habitudes et tout ça, tout comme y a plein de ressources partout. Et je vais en mentionner une juste après d'ailleurs, un livre que je recommanderais un petit peu sur tout ce sujet. Mais voilà, par exemple, un exemple bateau, j'ai juste envie de le préciser parce qu'à nouveau, j'ai une relation particulière avec, comme tu le sais peut-être. Faire du sport, c'est une première chose pour tout le monde avec laquelle on est sûr de ne pas se tromper. Quand tu fais du sport, tu es à peu près sûr que tu ne te trompes pas. Tu es à peu près sûr d'aller dans la bonne direction parce que c'est mieux que de ne rien faire, généralement. Encore plus quand on est un homme plutôt masculin, ça peut être idéal pour être à la fois plus intéressant, en meilleure santé, en meilleures conditions physiques, avec plus de confiance en soi, et peu importe en réalité, peu importe un homme, une femme, les deux peuvent s'accomplir tout autant en fonction de leurs préférences dans le sport ou pas. Donc voilà, d'autres choses qu'on renvoie sont importantes, évidemment, hein, comme le langage corporel, comment est-ce qu'on se tient, comment est-ce qu'on parle à l'autre, la tonalité de notre voix en quelque sorte, même si ça, il faut pas la faker non plus, notre sens de l'humour, notre répartie, toutes ces compétences sociales aussi, qui sont un petit peu plus... qui relèvent plus de différentes compétences et conscience sociale de soi. Il y a des choses qu'on peut changer, améliorer, comment tu t'habilles, à quoi tu ressembles, comment tu te tiens. Bon, comment tu te tiens, tu vois, à nouveau, est-ce qu'il faut te forcer à mettre ton cœur en avant comme ça? Je te laisse en juger, hein, bien sûr. Et il y a encore d'autres choses qui vont au-delà de ça. Par exemple, hein, évidemment, avoir un rendez-vous avec une fille, etc., et vouloir construire un truc, c'est bien gentil, mais à un moment donné, il y aura les premières approches physiques, il y aura l'intimité, il y aura les rapports sexuels, etc., etc. La liste, elle est longue comme je ne sais quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit... On va le résumer dans la dernière loi. Ne me remercie pas, tout est là. Comme ça, c'est complet. C'est complet. Et encore, j'ai dû oublier énormément de choses. Mais bon, dans cet épisode, je voulais me concentrer un petit peu plus sur le être
que le paraître, on dira, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, pas que c'est... Oui, je pense que c'est plus important, le être, que le paraître, mais le paraître est très important aussi. T'as beau être le mec avec les meilleures intentions, etc., tu sais qui t'es, tu sais ce que tu veux, tu connais ta valeur, mais tu te douches jamais, et puis blablabla. Je peux trouver d'autres exemples du genre, bah ça va te pénaliser. T'as beau être très pur si tu es très sale. Il y a quand même des chances que ça fonctionne moins en termes de feeling avec les gens que tu vas rencontrer. Donc, voilà, moi, je suis loin d'être un expert en quoi que ce soit. De toute façon, il y a des domaines dans lesquels je suis assez pauvre, assez nul. Par exemple, en ce qui concerne le style vestimentaire, je suis le dernier gars, enfin, peut-être pas le dernier, mais pas loin d'être le dernier gars à qui demander des conseils pour ça, hein. Moi, j'ai plutôt eu tendance à contourner le problème. J'ai contourné le problème du style vestimentaire. Je me suis dit, bah en fait, je vais modifier l'aspect de mon corps. Comme ça, ce que je mets comme vêtement, bah c'est moins important. Je vais me concentrer sur avoir un corps qui me plaît quand je suis tout nu, plutôt que de me concentrer d'autant plus sur ce que je dois mettre pour le recouvrir. Le problème, en quelque sorte, enfin le problème, c'est un problème voilà, relatif, c'est qu'il faut quand même s'habiller, hein, il faut quand même pas se pointer tout nu au rendez-vous, c'est très important, et évidemment, suivant comment t'es habillé, ce que tu renvoies, ça va renvoyer beaucoup de signaux qui vont être interprétés de différentes façons et qu'il faut pas laisser complètement au hasard. Mais moi, c'est pas mon point fort, je suis pas le roi du style, tu vois, c'est vraiment pas ma spécialité. Justement, donc jamais j'aurais envie de te donner des conseils là-dessus. Il y a plein de ressources, justement, tu trouves des vidéos, des livres, des coachs même, dans toutes ces choses, que ce soit le sport, que ce soit ton apparence, ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Toutes ces choses pour lesquelles je ne suis pas nécessairement la référence, encore moins. Quoique, pour le sport, je pense quand même que je peux donner quelques conseils, comme je l'ai déjà fait. Là, je parlais plutôt du style et tout ça, mais évidemment, sur ma chaîne YouTube, il y a même, d'ailleurs, même je parle de ericflag.com, il y a un programme gratuit de transformation de 60 jours dessus, transformation faite maison. Il y a quoi? Il y a eu 140 000 personnes qui se sont inscrites à ce programme gratuit depuis le début avec des transformations de fou. C'est gratuit, mais vraiment, quand je dis gratuit, 100% gratuit. Les vidéos sont là, tu les fais, le programme il est là, ça te dit quelle vidéo faire. C'est gratos, voilà. Il y a aussi ça sur mon site, t'inquiète. J'ai essayé d'en faire un peu pour tout le monde et avec, voilà, dans le but justement de pouvoir aider. Donc, il y a ce genre de ressources pour le sport que je fournis également, voilà. Et il y a autre chose que je voulais dire, c'était ce que je voulais mentionner, c'était justement ce livre. Ce livre, je le montre à l'écran ici, il s'appelle Model, Attract Women Through Honesty, donc attire les femmes à travers l'honnêteté. Tiens, ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle un peu cet épisode peut-être? C'est un livre de Mark Manson, un auteur que j'ai déjà mentionné plusieurs fois sur ce podcast, parce qu'il a fait plusieurs livres que j'ai trouvé très intéressants, dont j'ai déjà fait un épisode sur un de ses livres d'ailleurs. Et ce livre est traduit en français, il me semble. Ça s'appelle, je crois, L'art subtil de séduire, attirer les femmes avec honnêteté. C'est un livre que je ne pourrais que recommander énormément. Je l'ai lu il y a pas longtemps, ce livre, et parce que je me suis dit, bon, bah c'est cool, en fait, je vais lire des livres de séduction et tout. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de livres dev perso. Avant, j'étais plus concentré sur le dev perso, personnel et tout. Et comme tu l'as peut-être compris dans ce podcast, notamment avec tout ce que j'ai raconté cette dernière année, je me suis j'ai un peu plus réalisé un certain gap qu'il pouvait y avoir dans peut-être mon développement relationnel. Et je me suis dit, bon, bah voilà, let's go, Eric. Tu as un problème à résoudre, parce que c'est comme ça que mon esprit, peut-être masculin, a tendance à raisonner. Il y a un problème, on va le résoudre. Comment est-ce qu'on le résout? On va acheter des livres dessus, on va apprendre, on va pratiquer, on va communiquer, on va trouver des filles aussi avec lesquelles parler de ça. Et j'ai l'impression d'avoir quand même progressé un petit peu. Tout ça pour dire, j'ai lu ce livre, et ensuite je me suis dit, ben en fait, je vais plus en lire. En fait, je me suis dit, c'est un peu con, mais j'ai du mal à me dire que je vais pouvoir trouver un meilleur livre sur la séduction dans le sens dans lequel je trouve ça cool que celui-ci. Parce que ce n'est pas un livre qui, premièrement, te balance des pick-up lines et des choses comme ça, parce que ça, c'est du spectacle. C'est pas les fondations, c'est juste c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir faire des pick-up lines. Quand t'es un mec qui sait tout ça, qui est vulnérable, honnête et tout ça, et qu'en plus t'es drôle et t'as des pick-up lines, alors là, c'est bingo gagnant. Moi, je suis pas nécessairement le roi pour ce genre de choses.
Mais évidemment que tout peut avoir son rôle, c'est juste qu'il faut mettre les choses un peu à sa place, je pense, et que c'est pas par ça qu'il faut commencer, à mon sens. Mais voilà, ce livre rejoint beaucoup ce que j'ai dit dans cet épisode. D'ailleurs, il m'a aidé à structurer un petit peu mes pensées, à structurer certaines choses que j'avais eu l'impression de réaliser ou de comprendre un petit peu, et il m'en a appris encore davantage. Et en plus, dans ce livre, il te parle aussi des trucs en plus, il te parle de l'anxiété de rapports sexuels, il te parle un peu de style vestimentaire, de choses comme ça, vers la fin du livre aussi. Grosse recommandation, je te le mets en description de l'épisode. Et juste avant de résumer un petit peu l'ensemble, si possible, de cet épisode, je voulais justement, je l'avais dit au début, donner quelques trucs un petit peu plus de préférence personnelle, de choses comme ça. On appelle ça comme on veut. Certaines choses que moi j'ai eu tendance à faire et comment personnellement je fonctionne. À toi de voir si ça te parle ou pas, hein, bien sûr. Mais par exemple, et là il en parle aussi rapidement dans le livre, de ce genre de choses, il me semble, du style les questions de ok, qui c'est qui paye le restaurant au premier truc et tout. Moi je vais te dire comment moi je procède. Au restaurant, premier rendez-vous, c'est moi qui paye. Je paye, ça me fait plaisir, je suis content. Évidemment, ça vient aussi du fait, je vais pas mentir, ça vient aussi du fait que en fait j'ai de l'argent, tu vois. J'ai des thunes, ça me fait très plaisir de pouvoir les dépenser pour ça, de pouvoir faire des cadeaux avec mon argent. Je suis très content de pouvoir payer des trucs à X ou Y filles que je rencontre, à mes potes, à moi-même. Je trouve ça très cool et je prends beaucoup de plaisir à pouvoir faire ça. Donc moi, le resto, j'ai toujours payé, j'ai toujours tout payé. Je me déplace pour le premier rendez-vous, même quand c'est loin. Je propose toujours de me déplacer, de venir moi, même si je dois me taper 1h30 de bouchon, etc. La fille, quand on entre dans le restaurant, j'ouvre la porte, je la laisse entrer en premier, si elle veut, etc., etc. C'est les bails que j'aime bien, c'est comme ça que je fonctionne. Je le fais à nouveau, parce que ça me fait plaisir et que j'aime procéder comme ça. J'ai jamais rencontré de filles qui m'en ont voulu, en tout cas qui me l'ont dit, qui m'en ont voulu pour faire ça. Aussi et surtout, à nouveau, peut-être grâce à mes intentions derrière, qui, je pense, étaient sincères et bienveillantes et qui n'étaient pas intéressées. Tu vois, si ça matche bien entre nous, je paye le resto, ça me fait plaisir. Si ça matche pas bien entre nous, je paye le resto, ça me fait plaisir quand même d'être le mec qui paye le resto. C'est ma vision de moi-même que j'aime bien. Et après, c'est à nouveau une histoire de compatibilité. Il y a évidemment peut-être des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça ou qui n'aiment pas, qui ne préfèrent pas être avec quelqu'un qui fonctionne comme ça. C'est pour ça que c'est important en fait de savoir un peu qui tu es, ce que tu veux, et de te mettre d'accord avec quelqu'un de façon à trouver quelqu'un avec qui ça match quand même à ce niveau-là. Donc, je précise à nouveau, à aucun moment je te paye le resto, à condition implicite que X ou Y. À aucun moment je fais ce genre de choses si ce n'est pas inconditionnel. C'est dans la définition même de tout ça. Ça me fait plaisir de pouvoir payer le resto les yeux fermés. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis content, j'ai travaillé en quelque sorte. J'ai gagné de l'argent, je suis fier de pouvoir payer le resto comme ça me fait plaisir, voilà. Et j'ai pas l'impression que en étant dans cette optique et avec ces intentions, la fille le prenne mal ou qu'elle se sente coupable ou quoi. Évidemment, ça dépend vraiment de la vibe que tu renvoies. C'était vraiment un mec un peu creepy et que ça se sent que t'es intéressé. Ok, je te paye à boire, mais est-ce que tu viens chez moi? Ouais, non, ça c'est pas bon. Si t'es déjà 100% en yinche de fou et que tu le payes pour qu'elle se sente redevable, eh bien, voilà, c'est toi et ta conscience, hein, évidemment. Mais beaucoup de filles vont le ressentir aussi, donc faut pas s'étonner si c'est pas ouf, quoi. Mais à nouveau, moi, j'ai pas envie de, tu vois, je suis pas vraiment le genre de mec qui pose des jugements, des choses comme ça. Enfin, on pose tous des jugements, etc. Mais comme tu peux l'entendre, j'espère, voilà, j'ai quand même l'impression d'être relativement au clair avec ma façon de faire. Moi, j'essaye de faire des choses sans empiéter sur les libertés des autres, sans niquer quelqu'un d'autre pour gagner plus moi, mais j'essaie de faire en sorte quand même de savoir ce que je veux et d'affirmer un petit peu qui je suis et ce que je veux, parce que ça me semble important dans la vie, en fait. D'autant plus quand on n'encule personne, en fait. Voilà, je suis désolé, je cherchais un autre verbe un peu plus joli, mais voilà, voilà, je le pose comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai eu tendance à fonctionner. Au cas où ça t'intéresserait de savoir comment je fonctionne, est-ce que je recommande qu'il faut faire ça absolument, il faut toujours payer et tout? Non, je te laisse faire ton propre raisonnement là-dessus. Je répète ce que j'ai dit dans l'épisode. Il y a mon opinion là-dedans.
récolte-en plusieurs, crée-toi la tienne, teste-la, et ensuite, eh bien, applique ce qui te semble te correspondre. Voilà, écoute, je crois qu'on arrive à la conclusion de cet épisode gentiment. Je vais résumer encore un petit peu le truc. Pourquoi pas, on termine sur un résumé parce que je t'ai balancé pas mal de trucs. Je sais pas si tu écoutes ces épisodes en plusieurs fois, quand ça dure 1h30 et tout. Putain, ces épisodes qui durent 1h30, c'est quand même... C'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'en fait, je prends 5 secondes pour le préciser parce que voilà, c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que je me dis des fois, putain, je pourrais faire 2 épisodes de 45 minutes plutôt que un d'1h30. J'aurais 2 fois plus d'écoute sur mon podcast. Il serait 2 fois plus mis en avant par les algorithmes. Je pourrais faire 2 épisodes par semaine de 45 au lieu d'un d'1h30. J'aurais plus d'algorithmes, plus de tout. Mais j'arrive pas. J'arrive pas, apparemment j'arrive pas, et là je me dis mais comment est-ce que je le coupe au milieu? Ok, je vais faire un épisode avec les 3 lois de la séduction, et celui d'après ce sera oh, en fait il y en avait encore 2 les mecs, il y en avait encore 2 si jamais. Ou alors je fais partie 1, partie 2, bref, si t'as une suggestion à ce propos, à nouveau, j'ai pas eu le feedback de la dernière fois, de l'épisode d'avant, mais c'était un feedback sur la durée des épisodes et le format, et la régularité. Là, je suis sur 1 par semaine et j'arrive bien à m'y tenir et à bien travailler sur les épisodes, j'ai l'impression. Aussi parce que je travaille beaucoup moins sur ma chaîne YouTube et mes autres vidéos actuellement, donc ça me laisse plus de temps. Aussi parce que j'en ai envie. Mais je prends ton feedback avec grand plaisir. Bref, en conclusion un petit peu de ce que j'ai balancé dans cet épisode, j'aurais envie de dire qu'il faut tâcher de prendre conscience de sa propre valeur, de cultiver un respect et une estime de soi-même suffisamment élevé pour ne pas dépendre de l'approbation des personnes qu'on va rencontrer. Si j'ai un problème à ce niveau-là, eh bien, je vais peut-être chercher à travailler dessus, sur mon problème ou sur mon sentiment de manque de valeur, au moins en parallèle de mes recherches sentimentales. Parfois, comme je l'ai dit, après une rupture, par exemple, c'est peut-être le bon moment pour rester tout seul et se demander « Ok, j'arrête de chercher et je me concentre un peu sur moi ». Je pense qu'il y a des moments dans une vie, peut-être justement après une rupture, c'est là que ça m'est arrivé notamment, où vraiment, bon, ok, c'est le moment, là, il y a un problème, on va essayer de creuser le truc. Mais tu peux toujours, évidemment, entre guillemets, à nouveau, travailler sur toi en parallèle de tes constructions de relations ou de tes recherches sentimentales. Et tout ça, évidemment, ça peut passer par augmenter tes compétences, augmenter ta confiance, chercher les sources de ton manque d'estime, chercher des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles passions pour être plus intéressant, en quelque sorte. Aller consulter un psychologue pour chercher à résoudre ces anxiétés quelconques. Voilà, cette liste est non exhaustive évidemment, on aura tous un chemin différent vers notre version plus stable et plus sécure émotionnellement, mais ces chemins peuvent passer par des endroits similaires, bien sûr. Voilà, en plus de cela, je te conseille, j'aurais tendance à vouloir conseiller, d'être plus ouvertement soi-même et de dire la vérité aussi quand ça ne laissera pas indifférent à la personne en face de soi, parce que parfois ça peut être le but de faire réagir l'autre personne. Et bien sûr, on peut tâcher de faire cela dans la plupart des relations de notre vie, en dehors des relations sentimentales, lorsque c'est approprié, en fonction du contexte, etc. Voilà, c'est important de poser des fondations pour une bonne relation avec soi-même, par-dessus laquelle on pourra poser les fondations et ensuite construire une relation avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je trouve très important. Voilà. J'ai touché indirectement dans cet épisode un tout petit peu aux énergies masculines et féminines, au yin et yang, un peu comme ça, qu'on possède tous et toutes dans différentes proportions, à mon avis. Et je reviendrai plus précisément dessus dans un prochain épisode aussi, car je trouve le sujet très intéressant et complémentaire, d'ailleurs, pour améliorer sa compréhension et sa relation avec soi-même et les autres, tout comme avec son ou sa partenaire. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses à ce propos, j'ai beaucoup discuté avec des personnes aussi à ce propos récemment, je trouve que c'est un sujet intéressant. Donc, on pourra en reparler. En attendant, tu peux aller poser 5 étoiles sur Spotify, là, parce que là, tu vas sortir ton téléphone, tu vas te dire « Ok, l'épisode est fini, vite, 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 je change, j'écoute pas la fin, je change vite !» Eh ben, tu peux en profiter pour poser 5 étoiles pendant que tu fais ça. Allez sur ericflag.com pour tes besoins en équipement et en programme, et utilisez le code EricFlag pour tous tes besoins en compléments alimentaires sur myprotein.fr. Voilà, merci énormément pour cela, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en duo, je pense, pour varier un petit peu les plaisirs. En attendant, travaille bien, prends soin de toi, ciao.